Allez, c'est parti pour résoudre ce problème d'appareil de mesure de coefficient d'adhérence. Donc première question, ce qu'on avait, c'était l'objectif, c'est de déterminer la direction, c'est-à-dire l'orientation finalement, de l'action de liaison en A au niveau de la liaison pivot entre la tige 2 et le disque 3. Alors, si on fait le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur 2 et le contrepoids Q, en réalité, je peux peut-être l'écrire là, c'est la première question en fait. Le bilan des actions mécaniques extérieures sur 2 plus, je vais quand même indiquer Q le contrepoids, et bien ce que l'on a, le poids P2 qu'on connaît, qui agit ici. On a l'action de liaison O de 1 sur 2, c'est pivot, l'action pivot. On a également quoi? Eh ben, on a également tout simplement A de 3 sur 2. Voilà. Ok, le poids P2, c'était bien le poids de la tige et du contrepoids. Donc on a 3 actions mécaniques. La particularité, finalement, c'est que P2 et O2, en fait, ces deux-là sont deux forces qui agissent au même point. Donc ces deux forces agissant au même point, finalement, on a une force qui est unique. La somme des deux correspondra à une seule force qui agira au point O. Et on se trouve finalement avec un système qui n'est pas soumis à 3 forces réellement, mais à 2 forces en 2 points distincts. Une force en O et une force en A. Voilà. À noter que le poids P3, lui, n'a rien à voir avec l'isolement de la tige 2 et du contrepoids Q, puisque P3, c'est le poids de 3, une action à distance sur 3 qui ne fait pas partie de l'isolement. Donc là, on a un système soumis à 2 forces, et ces 2 forces, elles sont situées l'une en O, constituée de 2 forces, certes, mais quand même en O. P2 est l'action de liaison parfaite, et en A. Ce qui signifie que l'action de A de 3 sur 2 est de direction, tout simplement, OA, la droite OA. Voilà, donc ça c'est fait, et on peut représenter cette direction-là comme ça peut-être. Et la direction, ça va être celle-ci. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va faire ça proprement. Comme ça, si ça veut écrire. Voilà. Et donc ça, c'est le support de... A de 3 sur 2 qui se trouvera être égal à A de 2 sur 3. Voilà. Ok. Bon, ça c'est fait. Ça, c'était la première question. La deuxième question, en réalité, quand on va... Oula, c'est violent. Je voulais pas écrire en rouge. Deuxièmement, l'isolement. On va faire le bilan des actions mécaniques extérieures alors, il s'agit de quoi? De 3 et de 4. Uniquement, je vérifie, je dis pas de bêtises, le disque 3 et 4. Eh bien, ce que l'on a, au niveau action à distance, on a P3. Alors, P3, c'est connu, et P3, on a 8 newtons. Je précise, comme ça, on le saura. On a ensuite P4 qui, à la limite d'adhérence, vaut 16 newtons, donc 1,6 kg. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'action A, dont on connaît à présent la direction, puisque c'est l'action mutuelle. Ça, c'est en fait la traduction, ce que j'ai écrit là, une force égale l'opposé de l'autre. On appelle ça les actions mutuelles. Donc, c'est le principe des actions mutuelles. Si je te pousse, tu me pousses. Voilà, l'action de 1 sur 2, c'est l'opposé de l'action de 2 sur 1, tout simplement. En A, on a une liaison pivot parfaite. Et donc, j'étais en train de l'écrire, cette fois-ci, c'est bien de 2 sur 3. On isole le solide 3 et 4. Donc, on a A de 2 sur 3, direction connue, OA. Et la quatrième force, car il y en a une quatrième, c'est l'action en C, qui est une action ponctuelle, qui, elle, n'est évidemment pas parfaite, puisque c'est en ce point qu'on va essayer de mesurer
le coefficient d'adhérence. Et donc c'est l'action C, on va la noter 1, puisque l'échantillon est solidaire du support 1, c'est de 1 sur le disque 3. Voilà. Et cette force, elle est inconnue. Hein, voilà. Alors, on a un support, la direction est inconnue. Alors néanmoins, elle est inconnue, mais elle relève d'une action de contact dans une situation d'adhérence, et là on est à la limite d'adhérence. Il va falloir caractériser l'orientation de cette force C là, à ce niveau-là. Et pour faire ça, même si on n'est pas en train de glisser, il faut quand même une méthode qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis c'est comme ça qu'il faut faire. C'est de considérer la rotation, si elle venait à se produire, d'un solide, ou la direction de glissement. Ici, on a le solide 3, et en réalité, la rotation qui se produirait, ce serait une rotation dans ce sens-là, dans le sens, on va dire, anti-horaire, du disque 3 par rapport à la tige 2 ou le support 1. Voilà. On est comme ceci. Et on va traduire au niveau du point où on a l'adhérence ou le frottement étudié, on va traduire ça par un vecteur glissement. Effectivement, si le disque venait par accroissement de la masse 4, eh bien, venir à pivoter dans ce sens-là, on voit bien, c'est évident que c'est dans ce sens-là, eh bien, le point C appartenant au disque 3, lui, irait vers le haut, à une direction perpendiculaire au rayon. Hein, voilà. Et donc là, sans notion d'échelle, hein, on peut tracer ce vecteur-là qui se trouve être le vecteur VC, un vecteur vitesse du point C appartenant au disque 3 par rapport à 1, qu'on peut aussi noter finalement, c'est le vecteur glissement de 3 par rapport à 1. Donc il va dans ce sens-là. Alors pourquoi caractériser ce vecteur? Parce que c'est ce qui va permettre de définir dans quel sens, et ce sera à l'opposé du vecteur glissement, dans quel sens se situe la composante tangentielle. Alors attention, là je fais ça absolument sans notion d'échelle. Ça c'est la composante tangentielle de l'action de 1 sur 3. Voilà. Alors la rigueur veut qu'on étudie le mouvement de 3 par rapport à 1. Hein, si le disque vient à glisser vers le haut, ben finalement l'échantillon, lui, l'empêche de glisser en s'y opposant, donc en allant vers le bas, à l'opposé. Ça, c'est une première étape de la caractérisation de la composante C de 1 sur 3. Voilà. Et comme action répulsive, si je peux dire, on a la composante également normale, qui est perpendiculaire au plan tangent commun aux deux solides qui présentent une action de contact par adhérence ou frottement. Et donc ça, on peut noter la composante normale de 1 sur 3. Voilà. Alors moi, je mets des petites flèches pour les forces et je mets des slash pour les vitesses. Voilà. Mais chacun fait comme il veut. Ensuite, ce que l'on a, finalement, notre force C, là, on a déterminé, alors on n'a pas déterminé son angle, hein, c'est le principe. Là, c'est pour savoir si finalement la force C était comme ceci ou comme cela. Après, l'angle, on va essayer de déterminer. En faisant ça, eh bien, on va pouvoir représenter ce que pourrait être, je dis bien ce que pourrait être la force C. Et donc là, on a C de l'échantillon 1 sur le disque 3. Voilà, j'ai tendance à ne pas écrire ce que mon cerveau énonce. Voilà, un souci. Donc c'est de 1 sur 3, on a ça. Et ici, on a un angle, voilà, un angle qui, si on se situe à l'équilibre strict, à la limite d'adhérence, eh bien, doit correspondre à l'angle phi. Voilà, ok? Et c'est cet angle-là que l'on cherche. Pour faire ça, on voit qu'on a 4 actions mécaniques dans l'isolement qui est là. En réalité, ici, on voit que du coup, on pourrait être amené à constituer non pas le triangle des forces, mais à une échelle donnée. Alors en réalité, P4 est plus élevé que P3. Vous voyez, le dessin n'est pas super à l'échelle. Mais si on dessinait P3 et P4, on pourrait être amené à faire quelque chose comme ça, à dessiner, par exemple, je fais ça en dessous, hein. J'espère avoir la place. On y va, c'est parti. Par exemple, on pourrait dessiner P4, admettons 16 comme ça. Allez hop, c'est parti. P4 plus 8 P3, on verra pour l'échelle, hein. C'est le principe. P4 plus P3. Et puis ici, ce que l'on aurait, c'est la direction de A qui serait comme ceci.
la direction de A qui serait comme ceci. On va voir que ça ne va pas nous mener loin, mais on va le faire quand même. On aurait la direction de A, comme ça. Et enfin, la direction de C, qui serait comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Hein, j'atterris un petit peu dans les méandres, là-bas. Et ça nous donne somme des forces égale 0. Et on voit que, si on connaissait l'angle, parce que là, l'angle, il est hypothétique, hein, c'est un schéma de principe, on ne le connaît pas, l'angle phi, on le cherche, eh bien, on aurait cette chose-là. A2, c'est le support de A2, 2 sur 3, hein, cette fois-ci. Et c'est bien normal qu'il soit dans ce sens, parce que finalement, si la liaison pivot venait à se rompre, pour une raison mystérieuse, eh bien, le disque tomberait, et donc, c'est bien le levier, ou la tige 2, je ne sais pas pourquoi, oui, un levier, la tige 2 retient le disque en le tirant vers le haut, sans quoi le disque tomberait, voilà. Et ici, eh bien, on a notre fameuse force C de 1 sur 3. OK ? On a bien la relation, le théorème de la résultante statique qui se traduirait par P4 plus P3, j'ai décidé d'écrire en bleu ce coup-ci, plus A de 2 sur 3, plus C de 1 sur 3, égale vecteur nul. Voilà, ça c'est fait, mais on voit que ça nous mène pas loin. Et un équilibre, il s'exprime par deux conditions vectorielles en réalité. Vous avez le théorème de la résultante statique, somme des forces extérieures à l'isolement égale 0 en vecteur, donc vecteur nul, s'il vous plaît, et le théorème du moment statique. Le théorème du moment statique, c'est un équilibre en moment. Or ici, en plus, le disque est en situation de risque de pivotement, hein, on veut atteindre la limite d'adhérence qui va amener le disque à pivoter, et donc on va traduire aussi l'équilibre en moment. Voilà. Et on va voir que c'est uniquement ça finalement qui va nous permettre d'aboutir à un résultat qui est le résultat de la longueur en fait de ce vecteur-là. Autrement dit, l'intensité de l'action A de 2 sur 3, dont on connaît la direction, hein, 45 degrés, voilà. Comment faire? Eh bien, le théorème du moment statique, on va l'exprimer, comme je disais dans la première vidéo, sous forme grapho-analytique, c'est-à-dire avec une écriture de type force fois bras de levier. Le théorème du moment statique, il faut l'exprimer en un point. On va faire la somme des moments, des efforts extérieurs, ils sont 4, en un point, et la somme de ces moments-là, ces moments algébriques, il y aura des moments positifs et des moments négatifs. On pourrait déjà, d'ailleurs, caractériser dans le plan un sens, mais bonhomme sourire, dans le sens plus comme ceci, hein, si on avait un vecteur z à nommer, admettons x, y, et puis z, attention, regardez comme c'est beau, voilà, le z, et somme des moments égale 0 avec des moments positifs et négatifs. Le choix du point de moment, eh bien, le choix du point de moment, vu qu'on va écrire les forces fois le bras de levier, le point où on exprimera le moment, les différents moments et la somme, eh bien, le point choisi, c'est en ce point-là, s'il y a une force, son moment sera nul. Donc une force qui ne nous intéresse pas, et pour dire mieux, qui nous casse les pieds, eh bien c'est en ce point-là qu'il serait judicieux d'exprimer le théorème du moment statique. Voilà. Donc de toute évidence, on a un poids, une force P4 qui est connue, une force P3 qui est connue, on a les valeurs là, on a la direction de A qui est connue, mais sa longueur pas connue, et voilà, et C, on n'en connaît pas grand-chose. On pourrait dire qu'il y a deux inconnus, puisque finalement, la composante tangentielle en Newton et la composante normale en Newton. Deux inconnus numériques. Ou alors, l'angle d'inclinaison que l'on cherche et sa longueur. Voilà, deux inconnus. Donc, le choix est vite fait. On va écrire le théorème du moment statique au point C. Si on l'écrit vectoriellement, eh bien ça s'écrira moment de C, on reprend les différentes forces en présence, MC de P4, voilà. Si on l'écrit en moment, ça s'écrira de manière rigoureuse comme ceci. Le moment en C du vecteur P3, plus le moment en C de A de 2 sur 3, plus le moment en C de C, la puissance de cette écriture, eh bien, la somme de ces moments, ça donnera 0. Je suis en bout de feuille, mais ça va le faire. Voilà. La traduction grapho-analytique de ça, bon, on voit tout de suite que le moment en C d'une force en C, ça donne puissamment 0. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est regarder un petit peu ce que ça peut donner tout ça.
on a des forces et on va déterminer des bras de levier, compte tenu du sens qui est ici aussi, en tenant compte du sens. Le poids P4, lui, la droite d'action, c'est celle-ci. Par rapport au point C, il faut imaginer qu'on a une espèce de centre de rotation, de centre de moment. Et à cet endroit-là, pour déterminer le bras de levier entre une force et un point dans le plan, eh bien, c'est finalement la distance du point à la droite support. Alors, on va le voir pour P4. Du coup, pour P4, eh bien, je pourrais nommer ça comme ça, si vous voulez d'ailleurs. La distance entre les deux, alors est-ce que je ne vais pas polluer mon schéma à dessiner ici? Pas sûr. Mais là, on pourrait appeler ça la distance D4, pourquoi pas, dans un premier temps. Voilà. Et du coup, cette écriture-là, le moment en C de P4, qu'on traduirait dans le plan, eh bien, ce serait la force P4 fois la distance D4. Ouais, je suis en limite de caméra, il va falloir que je me calme. P4 fois D4. Alors, et est-ce que la force P4 crée autour du point C qui est ici un moment positif ou négatif? Bon, on voit que la rotation se ferait comme ça du haut poids P4. Alors, je parle de rotation, c'est un moment, on parle d'effort. Mais là, on est bien dans le sens positif, comme si on avait un axe ici. Et le poids P4, là, oh, c'est beau, ça crée un moment qui est positif. Donc, c'est bien plus P4. Pour le poids P3, eh bien, on a la même chose, hein, si on peut dire. Je vais le dessiner là. Ouais, j'ai mal mis ma distance D4. Hein. C'est pas grave, c'est la vie. Il fallait réfléchir avant. Et là, on a le bras de levier qu'on pourrait nommer dans un premier temps D3 pour le poids P3. Et ici, on a un moment qui est aussi positif autour du point C. Je cherche la couleur. Et donc, on va avoir plus P3 fois D3. Voilà. Ok, tout juste, hein, tout juste. Faut pas sortir de l'écran. On était sur P3. Après, on passe à A. On voit que pour C, de toute façon, ça fera 0. Et pour A, alors, A, on a cette direction-là. Eh bien, le bras de levier, c'est la distance du point C, où on exprime les moments, à la droite support de la force A. Même si Alors, on a vu ici qu'elle devait être dans ce sens-là, mais on ne connaît pas son intensité. Eh bien, la distance d'un point à une droite, voilà, eh bien, c'est tout simplement, hein, imaginez, vous êtes au bord de mer, et vous êtes sur le sable, et vous voulez aller le plus rapidement possible dans l'eau. Ben, quelle trajectoire adopteriez-vous? Voilà. Et ça vous fait tracer le segment de droite qui permet de l'analogie. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais si ça parle, c'est l'essentiel. N'est-ce pas? Voilà. Donc on est là-dessus, et on va faire ça comme ça. Et finalement, on a une belle perpendiculaire. On peut baptiser ce point. On va l'appeler H, comme le pied de la hauteur ici, C. Et de la projection. Et donc finalement, la distance, c'est celle-ci. Alors je ne sais pas, hein, c'est DC, comme c'est, j'ai qu'à l'appeler D1, comme ça. Émane, ça provient du solide 1. Et donc le bras de levier de la force qui est ici, ou plutôt là, par rapport à cet axe-là, c'est bien la distance D1. D'accord? La distance la plus courte. C'est donc la perpendiculaire qu'il faut construire. Et cette force-là, alors, on a vu en constituant ce qu'on appelle normalement, non pas le triangle des forces parce qu'il en a 4, mais le dynamique fermé. On appelle ça comme ça dans les salons mondains, n'est-ce pas, parisiens. Somme des forces égale 0, c'est le dynamique fermé. Parce que le dynamique peut être ouvert, voilà. On l'avait vu hein, d'ailleurs sur le pavé, là, qu'on poussait fort, voilà, etc. Et bien, ce moment-là, par rapport au point C, eh bien, il est, si on accepte que A est dans ce sens-là, hein, il faudrait d'ailleurs le dessiner quand même, comme ça sera clair, même si on ne connaît pas la longueur. On va dessiner le vecteur A, pas du tout à l'échelle, mais pas du tout, quoi. On ne connaît pas encore hein, son intensité, sa longueur. On va admettre que c'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on adopte une écriture en moment, et donc il faut bien définir que là, le moment, il se trouve être bien négatif. Il crée un moment autour de C qui est négatif, contrairement à P3 et P4. Et donc on va mettre moins. Voilà, voilà. Ok, je vais bouger un tout petit peu ça, mais light. Voilà, j'ai un support. Hein. Je vous le montrerai peut-être, ce support. C'est du bricolage, du prototypage. Et on a un moins A
2 sur 3. Vous voyez, je ne mets pas le vecteur, mais à la condition de dire dans quel sens il est. Et si toutefois la démarche nous conduisait à un résultat qui fournirait A de 2 sur 3 égale moins quelque chose, ça signifierait que le vecteur A serait dans l'autre sens. Et puis, on va laisser peser fois D1. Plus, et le moment en C de C, bah effectivement, la force C, je l'ai représentée là. Quelle est la distance du point C à la droite support de C? On peut la tracer juste pour le plaisir, Eh bien, c'est nul. Le moment en C de la force C est effectivement nul. Ce qu'on avait écrit vectoriellement. Et voilà. Alors ça, c'est une relation qu'elle est belle. Voilà. Et ça va se traduire comment? Ceci, ça va se traduire par les données fournies. C'est que ceci a pour rayon grand R, le grand disque. Le disque de la partie moyeu ou poulie, c'est le rayon petit r. Et si on fait ça, ça se traduit de cette manière-là. On a P4, je vais l'écrire ici. P4 fois, alors la distance D4, c'est celle-ci. Et en fait, c'est grand R plus petit r. Voilà. Le D3 plus P3 fois... Et la distance D3, eh bien, c'est grand R. Faut faire attention, hein. Je fais souvent des erreurs. Hein, donc, vous me dites si je me trompe. P3 fois grand R. Et moins, alors A de 2 sur 3, on ne risque pas de remplacer par quoi que ce soit. C'est ce que l'on cherche. Fois D1 et la distance D1. Ouh là là, alors la distance D1, moment de solitude. La distance D1, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, en réalité, eh bien, il va nous falloir faire une petite écriture trigonométrique. Parce que là, on a l'angle alpha. On peut le retrouver là. Hein. Je vais écrire ça en petit, mais vous zoomerez. On a l'angle alpha qui est là, on le voit. Et on a un triangle ACH là. Eh bien, dans le triangle ACH, la distance D1, elle peut s'exprimer en fonction de ce que l'on connaît. On connaît alpha, on connaît la distance AC. Ça correspond à D3, c'est le rayon R. Donc, dans le triangle ACH, je crois qu'on écrit comme ça les triangles, vous me direz. ACH, on a, alors, moi j'écris pas les choses forcément trop directement, c'est SOHCAHTOA, hein, m'a-t-on dit, voilà, dans l'oreillette. Eh bien, si on veut une relation dans le triangle rectangle, une relation trigo, qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse, il me semble, OH, ça doit être le sinus. Le sinus de alpha, c'est le côté opposé, en l'occurrence CH, sur AC. Voilà. C'est ce que moi j'ai appelé D1. Et le AC, c'est finalement le grand rayon. Le grand rayon. On en connaît un rayon, même deux. Donc ici, ce que l'on a, c'est la distance D1. Ça sera R fois sinus alpha. Qu'on note, hein, notation abusive ou pas, je ne sais pas. Voilà. R fois sinus alpha. Alpha, on connaît, c'est 45 degrés. Hein. Voilà. Pour ceux qui connaissent, sinus 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2 ou 1 sur racine de 2, 0,707. Voilà. Donc ça, on connaît. A de 2 sur 3 fois D1 et fois R sinus alpha. On ne va pas répéter le plus 0, mais tout ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est une relation qui, quand même, on l'a mérité. On l'encadre, on lui met un cadre et on la met sur son mur, le mur que l'on veut. Voilà, et ça nous permet de déterminer A de 2 sur 3. Hein. Est-ce qu'on l'écrit là-haut? C'est fouillis? Non, ça va aller. Là, on était dans le cadre de la deuxième question. Allez, on va se l'écrire et on va le calculer. Hein. Cette valeur-là, on va la calculer. On va écrire directement parce qu'on est quand même des PGM de l'équation numérique. Et donc, ça fait, si on transpose, A de 2 sur 3 fois R sinus alpha, bref, ça c'est égal à P4 fois grand R plus petit r plus P3 fois grand R et le tout divisé par R sinus alpha. Voilà. Par, c'est bien un grand R, hein, j'espère, grand R sinus alpha. Je vérifie sur mes tablettes. Voilà. Et ça, c'est bien le résultat quand même formidable. Et on va pouvoir faire une petite application numérique avec ça, je pense. Hein.
application numérique, eh bien, A de 2 sur 3 égale, P4 c'était 16 newtons, fois grand R plus petit r, grand R c'est 120 mm, il ne s'agit pas que je me trompe, 120 plus 60, 120 mm de rayon, 60 le petit, c'est toi le grand et moi le petit, plus P3, P3 on avait dit que c'était 8 newtons me semble-t-il, fois le grand R, et le grand R, oulala, alors là c'est le poisson rouge en action, la mémoire, fois 120, et le tout divisé, allez soyons fous, on va faire un trait comme ça, oh c'est moche, sur 120 fois sinus 45 degrés, voilà, voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on cherche la calculatrice qui est partie dans les couloirs du temps.